Enregistrement, voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau café inspirant du lundi matin. Voilà, 30 minutes d'ondes inspirantes pour bien commencer la semaine avec une intervenante ce matin qui est Aurélia Bré, qui est avec nous. Et on a titré ce café inspirant L'avenir des cosmétiques, c'est des cosmétiques sans eau. Voilà, parce qu'on sait que l'eau, c'est une ressource très précieuse et qui est en danger. Nous, au Quai des possibles, le respect du vivant, la protection de la biodiversité, ça fait partie de nos valeurs vraiment de base. Et Aurélia a un projet et un parcours, je dirais, qui sont tout à fait en lien avec ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu ce matin vous proposer de découvrir son parcours et son projet. Donc Aurélia, je te laisse la parole pour nous présenter Cap Botanica. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces cafés inspirants. Alors, j'ai fondé Cap Botanica en novembre 2019 et puis j'ai commencé à commercialiser les soins en juin de l'année dernière. Mais avant ça, en fait, il y a eu tout un parcours de réflexion sur comment préserver effectivement la biodiversité en France. Parce que je me disais que pour avoir un impact positif, il faut agir localement. Parce que j'aimais beaucoup la biodiversité qui fait aussi rêver dans les pays asiatiques, avec les éléphants, la faune, la jungle, etc. Mais voilà, c'était un petit peu loin. Donc du coup, je voulais vraiment avoir un impact finalement qui soit local et comprendre surtout comment la biodiversité fonctionne pour pouvoir agir plus précisément. Donc, pour la petite anecdote, avant, j'étais salariée tout simplement dans des entreprises qui n'avaient rien à voir avec la cosmétique ou la biodiversité, l'environnement, etc. Et puis, comme j'ai été très, très sensible à la nature, aux animaux et tout ça, j'ai voulu créer moi-même une entreprise qui puisse avoir cet impact-là positif à échelle au moins nationale. Et sauf que je ne suis pas issue de la cosmétique, je ne suis pas chimiste non plus. Je ne suis pas non plus issue de l'agriculture, ni naturaliste. Donc, je ne suis vraiment pas du tout dans ce milieu-là. J'ai fait plutôt du marketing avant et de la sociologie, donc très loin de ces milieux-là. Et donc, je me suis dit, pour préserver l'environnement, comment est-ce que je peux faire? C'était vraiment toute la question. Je ne voulais pas faire de reconversion professionnelle parce que je sentais qu'avec mes connaissances, je pouvais apporter quelque chose, construire quelque chose de positif. Parce que finalement, mes compétences, ça relevait de tout ce qui était entreprise. Donc, à partir de mes compétences, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'avais envie de 3 choses. C'était préserver la biodiversité, donc c'est-à-dire les insectes, les plantes françaises, le monde du végétal, et sensibiliser les personnes en France à ce fragile équilibre. Je voulais aussi soutenir le circuit court, le tissu rural, donc c'est-à-dire des producteurs-cueilleurs qui ont une approche éthique avec le vivant. Donc ça, c'était vraiment en lien aussi avec la préservation de la biodiversité. Et puis aussi soutenir le savoir-faire artisanal d'une façon ou d'une autre, parce que l'artisanat, dans un monde de plus en plus industrialisé, je trouve que c'est très important pour conserver un lien durable avec la nature et un savoir-faire extraordinaire. On fait de ses mains à partir de matériaux issus de la terre. Je trouvais ça très qualitatif et très beau aussi. Donc, à partir de ces 3 axes-là, je me suis dit, la cosmétique, ça regroupe ces 3 axes. Donc, hop. Donc, à partir de là, effectivement, je me suis dit, voilà, Cap Botanica, ça va pouvoir être des soins pour la peau qui utilisent un savoir-faire artisanal dans la fabrication. Donc là, on parle du coup de macérat solaire. Donc, c'est lorsqu'on fait infuser la plante dans de l'huile végétale, qu'on dit huile porteuse, qui va récupérer les principes actifs de la plante, selon une plante qui a des bienfaits particuliers selon la plante choisie pour la peau. Ça peut être aussi la saponification à froid. Donc ça, il y avait de l'artisanat.
Aussi, il y avait la préservation des plantes françaises par l'approvisionnement des matières premières issues du circuit court. Et puis, alors ça s'est mis un petit peu par la suite. C'est en démarchant, en découvrant un peu comment le secteur de la cosmétique fonctionnait, que je me suis rendu compte que dans les soins, il y avait beaucoup, beaucoup d'eau qui était ajoutée, jusqu'à plus de 80% dans un flacon, ce qui est énorme. Et j'avais appris que l'eau, ça apportait pas de bienfait à la peau. Alors, je me rappelle, je m'étais demandé, mais pourquoi à ce moment-là, les industriels, les marques mettent de l'eau, tout simplement, si ça n'apporte pas de bienfait à la peau. Sachant que l'eau, c'est une ressource naturelle qui est menacée dans le monde et qui menace du coup les écosystèmes marins d'eau douce. Et là, donc une chimiste m'avait répondu et elle m'avait dit, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, ça fait baisser tout simplement les coûts de production. Donc, on utilise de l'eau douce. Et ça m'avait marqué parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. À la fois, on vend finalement des produits qui sont moins efficaces et puis des fois à des prix exorbitants quand même par rapport aux coûts de production. Et en plus de ça, on puise dans les ressources naturelles d'eau douce. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que Cap Botanica soit des soins sans eau ajoutée. Alors là, on va parler un petit peu du coup de l'eau douce. Finalement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé dans ce milieu-là, je me suis renseignée beaucoup auprès de naturalistes, de scientifiques. Et cette approche-là, ça me permet du coup d'être beaucoup plus précis dans mon offre et puis surtout de créer un modèle qui soit plus vertueux, plus éthique. Parce que finalement, si on reste sur des a priori ou des tendances, on est assez vaste, je trouve, on est assez vague et on maximise pas forcément son impact positif. Donc, du coup, en me renseignant davantage auprès des personnes, auprès de certaines personnes, ils m'ont expliqué qu'en fait, donc l'eau douce, c'est évidemment c'est l'eau qui est potable et c'est cette eau-là qui est utilisée dans les cosmétiques. Donc, elle est filtrée, elle est nettoyée des éventuelles impuretés parce qu'il faut que ça réponde quand même à une réglementation. Et puis, cette eau douce, donc, ça provient des fleuves, des lacs, des rivières. Donc, ça, on appelle ça des réserves naturelles. Et dans ces réserves naturelles, il y a toute une faune et une flore qui y vit, qui est incroyable. Donc, il y a des mammifères en France, comme des loutres. En Belgique, donc le WWF essaie de les réintroduire petit à petit parce qu'à cause de la pollution et de la surexploitation, ils ont disparu. Mais il y a normalement des dauphins, une certaine espèce de dauphin. Il y a sinon des reptiles, des amphibiens. Ça fournit, l'eau douce fournit un habitat à plus de 40% d'espèces de poissons dans le monde, ce qui est énorme. Et pourtant, presque un tiers de ces poissons-là sont menacés d'extinction. Donc là, on parle vraiment d'extinction et non pas de disparition progressive, on parle vraiment d'extinction. L'eau douce, alors c'est vrai que la Terre, elle est énormément recouverte d'eau, mais l'eau douce représente moins de 1% finalement de la surface de la Terre, c'est une eau douce qui est disponible, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau douce sinon sur Terre, mais elle n'est pas disponible, elle n'est pas accessible. Par exemple, nous, on peut la prendre dans les nappes phréatiques parce que c'est assez proche finalement, on n'a pas besoin de creuser trop dans la Terre pour y avoir accès. On a facilement accès aux fleuves, aux lacs, etc. Et elle est très, très inégalement répartie également dans le monde. Donc là, il y a beaucoup de populations qui subissent aussi un stress hydrique, notamment dû au réchauffement climatique, parce qu'il y a moins de pluie dans certaines régions du monde et la pluie participe à l'accroissement aussi du volume d'eau douce, donc d'eau potable, tout simplement. Alors, donc son utilité, alors j'ai mis bien entre guillemets utilité parce que finalement, nous, en tant qu'humains dans notre société, effectivement, on considère tout ce qui est naturel comme un bien dont on dispose et il faut que ça ait une utilité. Voilà, les arbres, on les coupe pour faire du bois. L'eau, on la surexploite, je dis bien surexploitée, on la surconsomme pour se nourrir ou bien aussi pour faire fonctionner toutes nos industries.
Par exemple, l'industrie de l'agriculture est très, très gourmande en eau. C'est en France en tout cas, c'est l'une des parts les plus importantes en consommation d'eau douce, d'eau potable, qui va au secteur de l'agriculture, voilà. Et les centrales nucléaires aussi, pour les refroidir, ça correspond à plus de 50% de consommation d'eau douce en France, qui est énorme. Alors, pour vous donner une petite idée, aux États-Unis, par exemple, pour une personne par jour, elle consomme 250 litres d'eau. En Europe, c'est jusqu'à 230 litres d'eau par jour maximum. Donc, ça comprend les douches, hein, ça comprend pour cuisiner, ça comprend pour boire, etc. Et en Afrique subsaharienne, c'est moins de 10 litres. Donc, c'est une différence qui est absolument énorme. Et il a été calculé qu'une quantité minimum pour sa santé et son hygiène, finalement, c'est 20 litres uniquement par jour, par personne. En Europe, on arrive jusqu'à 230 et aux États-Unis jusqu'à 250. Et donc les centrales nucléaires qui utilisent beaucoup d'eau douce pour refroidir leurs réacteurs, ça représente plus de 50%, à peu près 50% de la consommation d'eau douce. Et ensuite, cette eau douce-là, du coup, elle est réchauffée par les réacteurs, pour faire une petite parenthèse explicative là-dessus. Et ensuite, elle est redéversée là où elle a été prélevée. Le souci, c'est que c'est une eau qui revient très, très chaude dans les écosystèmes, très, très chaude, extrêmement chaude. Donc, ça crée un réchauffement de l'eau locale, ce qui peut causer dans certaines régions la prolifération d'algues particulières. Et cette prolifération d'algues, du coup, va créer un étouffement de la vie aquatique locale parce que, du coup, il y aura un manque d'oxygène. Ces algues-là vont diminuer leur réserve d'oxygène, ce qui va étouffer la faune locale. Sans parler, du coup, des seuils de radioactivité acceptés, parce qu'on parle de rejet autorisé en radioactivité dans l'eau. Et ça, c'est un autre sujet. Mais ça participe à la destruction de la faune et de la flore en France, qui dépend de l'eau douce. Donc ça, ce sont du coup les problématiques qui sont liées à l'utilisation qu'on en a en France, mais aussi finalement dans le monde. Alors, l'eau douce et cosmétique, du coup. Donc, les cosmétiques, c'est très gourmand en eau, à la fois pour la fabrication de certains soins, dans la fabrication, et puis aussi dans les flacons, finalement, qu'on achète, nous, en tant que consommateurs, dans les supermarchés et autres. Alors, la fonction, il y en a plusieurs. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que ça permettait de baisser les coûts de production. C'est vrai que c'est considéré comme un ingrédient et il est très, très, très peu cher. C'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver. Du coup, ça sert énormément aux industriels. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'il est utilisé? C'est parce qu'avant, donc il y a dans l'âge de nos grands-parents, les soins cosmétiques étaient utilisés. Donc, ils avaient des textures un petit peu pâteuses, c'était plutôt des baumes. Et puis, avec l'évolution des tendances, des envies, des demandes des consommateurs, il y a une envie un petit peu plus de fluide, de légèreté, etc. Du coup, pour répondre à cette demande, les marques, les industriels ont proposé des soins qui sont plus fluides. Et l'eau, ça permet de rendre une texture fluide. On parle de sensoriel, d'aérien, voilà. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette demande du marché. Donc, à la fois alors, il y a d'autres solutions. On peut très bien ne pas utiliser d'eau douce, mais voilà, c'est très peu cher, donc ça aide beaucoup les industriels. L'autre fonction, c'est que ça permet de mélanger les ingrédients ensemble. Donc, une texture en fait liquide, c'est deux corps. C'est-à-dire, c'est un corps qui est huileux, donc ça peut être de l'huile du coup, et aqueux, de l'eau. Une matière qui contient du coup des molécules d'eau, beaucoup de molécules d'eau. Et avec ça, on dit que c'est une émulsion. Donc, c'est pour ces trois raisons-là que l'eau est très, très utilisée.
La problématique, c'est qu'effectivement, ça n'apporte pas de bienfait à la peau. Alors, pourquoi ça n'apporte pas de bienfait à la peau? Parce que c'est vrai qu'on entend très souvent, mais si l'eau, ça permet de s'hydrater, on s'hydrate. D'ailleurs, il y a des crèmes qui sont hydratantes. Alors, c'est vrai qu'en marketing, il y a eu, pour vendre davantage, ils ont créé deux notions, nourrir, on nourrit sa peau et on hydrate sa peau. Sauf qu'en fait, on nourrit uniquement sa peau et on maintient, grâce à ça, l'hydratation sous sa peau. Donc, en fait, lorsqu'on hydrate sa peau, finalement, on s'hydrate de l'intérieur en buvant, donc de l'eau, du thé, etc., mais pas de l'extérieur. On ne peut pas hydrater sa peau en appliquant de l'eau sur sa peau. Parce qu'en fait, tout simplement, la peau, c'est composé de sébum à la surface. Et puis, sous la couche de la peau, il y a de l'eau. Et ce sébum-là, à la surface, empêche l'eau de l'intérieur de s'évaporer vers l'extérieur. Et heureusement, parce que sinon, soit on finirait comme une éponge complètement sèche. Et grâce à ce sébum-là, qui maintient l'hydratation à l'intérieur de la peau, ça permet de garder l'eau qu'il y a sous sa peau. Et si on n'avait pas ce sébum-là, si l'eau réellement pénétrait notre peau pour nous hydrater, à ce moment-là, on finirait gonflé sous l'eau comme ça quand on prend sa douche. Donc voilà, donc le sébum permet d'imperméabiliser, on va dire, la peau. Donc l'eau ne pénètre pas dans la peau. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne s'hydrate pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais voilà, pour vendre davantage, les marques ont créé des crèmes hydratantes et des crèmes nourrissantes. Donc, mais en soi, on nourrit toujours sa peau avec un corps gras et on s'hydrate de l'intérieur. Alors, c'est pour ça que moi, dans ma communication, je ne dis pas que c'est une crème qui est hydratante. Alors, c'est vrai que du coup, je dis toujours que c'est une crème nourrissante. Et souvent, on me dit, mais du coup, ça va être trop gras. Alors qu'en fait, non, ça ne va pas être trop gras, mais je ne veux pas trop m'inscrire dans ces discours marketing, même si aujourd'hui, c'est très, très, très inscrit dans les mentalités. C'est très, très inscrit. Donc, bon, voilà. Alors, il y a une solution pour proposer des soins fluides sans eau ajoutée. Et la solution se situe dans les plantes. Alors, comment ça? Donc là, vous voyez une photo, ça s'appelle un alambic. Et grâce à cet objet-là, à cet outil-là, on peut distiller la plante par vapeur et on obtient l'eau florale, ou bien appelée aussi l'hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau qui constitue naturellement la plante et elle contient des principes actifs, donc des bienfaits selon la plante choisie. Donc ça, c'est génial parce que nous, déjà, quand on utilise des plantes dans nos soins, ça peut être la tige, ça peut être la fleur, ça peut être les feuilles, ça peut être, selon les parties aériennes, on dit de la plante qui contient les bienfaits. Mais du coup, on recycle en même temps les plantes pour créer l'hydrolat. Donc, on extrait l'eau naturellement. C'est une technique artisanale qui est durable, qui est très, très éloignée des fabrications issues de pétrochimie ou industrielle, parce que c'est une technique de fabrication qui est très peu énergivore et qui ne pollue pas les sols, ni l'air, ni l'eau, etc. Alors, grâce à ça, du coup, on peut obtenir un soin qui est plus concentré en principes actifs, bien qu'il contienne l'eau de la plante, mais du coup, ce n'est pas l'eau douce. Et cette eau de la plante, elle contient des bienfaits. Donc, du coup, ça maximise encore plus l'efficacité d'un soin. C'est très peu utilisé, ça, parce que, en fait, dans les crèmes, dans les soins, comme je vous l'avais un petit peu mentionné, les industriels veulent aller au moins cher. Et utiliser de l'hydrolat, ça augmente beaucoup les coûts de production, de fabrication. Du coup, forcément, les marges pour les entreprises sont amoindries et c'est pas très valorisé. Du coup, voilà. Mais moi, c'est vraiment une éthique très forte, à la fois pour l'efficacité finalement des personnes et pour la préservation de la biodiversité de la nature.
Alors ça, c'est une vraie photo du champ des producteurs-cueilleurs avec lesquels je travaille. Finalement, on préserve la biodiversité aussi par l'agriculture. C'est-à-dire si finalement dans des soins bio, on utilise… Alors bio, qu'est-ce que c'est? Ça certifie la méthode d'agriculture qui aide à faire pousser les plantes. Il y a des cahiers des charges qui permettent de certifier un produit bio. Donc, alors, il y a plusieurs cahiers des charges, donc il y a plusieurs labels. Et ça, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parce qu'il y a énormément de labels et des fois, pour un label, il y a des sous-catégories. Enfin, c'est un peu le bordel pour les consommateurs. Je trouve que c'est très, très peu lisible. Et puis, des fois, on peut voir bio, un produit labellisé bio, mais finalement, c'est 10% de bio. On peut labelliser bio, en fait, des ingrédients qui sont naturels, mais parfois, il y a des soins qui ont peu d'ingrédients naturels et pourtant, ils sont labellisés bio quand même, parce que finalement, on labellise un pourcentage sur les ingrédients naturels. Donc, il y a de ces petites subtilités aussi à connaître. Mais pour faire vraiment une cosmétique durable, avec des plantes saines, des sols sains, un air pas pollué, parce que le bio ne labellise pas l'air, ça labellise vraiment uniquement les méthodes d'agriculture, c'est-à-dire si on met des pesticides, quels sont les pesticides autorisés, etc. Parce qu'il y a des pesticides autorisés en agriculture bio. Donc nous, on fait uniquement de la permaculture. Donc ça, c'est une méthode d'agriculture qui est vraiment durable parce que ça recrée un écosystème autonome entre les plantes et productif, c'est-à-dire qu'elles produisent elles-mêmes, elles grandissent, elles s'épanouissent elles-mêmes naturellement. Et puis, il y a la biodiversité qui revient, notamment les insectes, les petits animaux, etc. Parce qu'on n'utilise pas de pesticides et on n'intervient pas, voire très peu, voire pas du tout. Et ça, alors on le fait à petite échelle, donc forcément, l'objectif, c'est pas d'inonder du coup le marché de plein de produits, parce que ça entre aussi un petit peu, enfin, c'est pas très cohérent du coup avec la préservation de la biodiversité. Nous, on utilise uniquement des ingrédients qui sont naturels, non synthétiques. Donc forcément, on récolte les plantes sur là où on les cueille, là où elles sont, dans les Cévennes, dans les montagnes. Donc, il faut le faire de façon aussi raisonnée. Petite parenthèse entre ingrédients naturels et synthétiques. J'ai une préférence personnelle pour les ingrédients naturels, même si ça signifie du coup cueillir, récolter les plantes et du coup les soumettre peut-être aussi à un petit peu plus de pression parce que alors, les plantes, comme je vous l'avais un petit peu indiqué tout à l'heure, il y a le réchauffement climatique qui ajoute une pression supplémentaire sur les plantes. Parce que voilà, des fois, il y a des périodes. Là, l'année dernière, on a eu des grosses périodes de grêle. L'été a tardé à arriver. Ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de plantes qui n'ont pas poussé. Les étés, oui, donc sont retardés. Le froid va jusqu'en juin. C'est assez compliqué. Surtout que les Cévennes, c'est un microclimat en plus. Donc, ça ajoute en difficulté. Il y a aussi une perte de la biodiversité, donc des pollinisateurs. Donc là, il y a aussi des plantes qui s'épanouissent moins qu'avant. Donc je me dis, en plus, si on les récolte à la main pour faire des soins, c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, l'objectif, c'est de le faire en quantité raisonnée, de ne pas polluer les sols, de ne pas ajouter de pollution grâce à la permaculture. Alors, pourquoi pas, du coup, des ingrédients synthétiques? Donc, les ingrédients synthétiques, on peut se dire, bah oui, c'est une solution, enfin, c'est une alternative en tout cas. Le seul, je vois deux inconvénients aux ingrédients synthétiques. Les ingrédients synthétiques, pour faire, donc c'est fabriqué en laboratoire à partir de procédés. Et ces procédés-là peuvent être lourds, chimiquement lourds, notamment issus de pétrochimie. Donc, et c'est une méthode de fabrication que je ne soutiens pas pour sa santé. Et puis, les études ont montré que les ingrédients synthétiques, beaucoup d'ingrédients synthétiques, ne pénètrent pas la peau, pénètrent beaucoup moins la peau. Du coup, ce sera moins efficace. Donc, on va dire moins bon pour sa santé et moins efficace.
et bien que ce soit moins cher aussi qu'un ingrédient naturel. Donc, c'est pour ces raisons-là que je continue à m'engager vraiment dans la nature, dans le vivant, en quantité raisonnée. Parce que l'objectif, c'est pas du tout de faire une multinationale comme L'Oréal et d'inonder le marché de produits. C'est vraiment de faire quelque chose de local et qui puisse aussi soutenir le tissu rural, rémunérer justement les producteurs-cueilleurs pour qu'ils puissent vivre et voilà, vivre avec un salaire correct. Donc ça, c'est la préservation de la biodiversité avec la permaculture. Alors, ce sont aussi des plantes d'origine et de production française. J'avais fait un webinaire avec un naturaliste une fois de l'association Arthropologia, qui est très, très intéressant. Et puis, il m'avait expliqué que beaucoup de plantes qu'on trouve en France sur nos balcons proviennent en fait de l'étranger. Comme par exemple cette petite plante qui provient d'Amérique latine et qu'on retrouve dans nos jardineries. On peut les acheter très facilement et on les retrouve un petit peu partout. Ce sont des petites plantes violettes et cet insecte-là qui s'appelle le morosphinx, qu'on retrouve aussi partout en Île-de-France, en France. Enfin, voilà, vraiment, c'est un peu un insecte colibri parce qu'il bouge ses ailes très très vite, il fait du surplace, mais il est considéré quand même comme un papillon, pardon. Et avec sa trompe, donc, il est très très attiré par les plantes qui sont violettes pour se nourrir de leur nectar, notamment cette plante-ci. Sauf qu'en fait, eh bien, cette plante-là qui provient du Mexique, elle n'est pas adaptée à sa morphologie de trompe. Donc en fait, sa trompe, elle est trop grosse pour pouvoir ressortir de la plante. Donc il veut manger le nectar, mais il meurt très souvent asphyxié en restant accroché à l'intérieur de cette plante. Alors, il n'est pas en danger d'extinction, mais c'est un exemple représentatif, je trouve, des conséquences de notre quotidien. On pense, par exemple, préserver ou accompagner la biodiversité en achetant des plantes, et puis on ne se rend pas compte qu'en fait, ces plantes-là, elles peuvent avoir un impact qu'on n'aurait jamais imaginé sur une biodiversité, parce qu'en fait, c'est très, très... Tout est très lié, en fait. C'est un cercle. Si on déséquilibre un maillon de la chaîne, finalement, c'est toute la chaîne qui se retrouve déséquilibrée. Donc, c'est pour ça que les plantes qu'on utilise au Cap Botanica, on fait très, très attention que ce soit des plantes d'origine et de production française. Alors, les plantes d'origine française, elles sont d'origine depuis déjà plusieurs siècles. Parce que finalement, par exemple, la mélisse, si je ne me trompe pas, c'est vraiment originaire du bassin méditerranéen et un peu de la Grèce, il me semble. Mais ça a été introduit en France il y a des siècles. Donc aujourd'hui, la biodiversité s'est adaptée, la biodiversité locale en France s'est adaptée. Donc nous, on ne va pas aller introduire une espèce exotique en France ou une espèce étrangère en France aujourd'hui. Parce qu'on peut tout à fait d'ailleurs trouver des plantes où on voit, bah oui, c'est de production française, mais en fait, ce n'est pas d'origine française. Donc là aussi, il y a un impact sur la biodiversité. J'ai une question pour toi, Aurélia, excuse-moi. Oui. Tu peux nous citer quelques plantes qui sont utilisées dans tes cosmétiques? Donc, tu as parlé de la Oui, mélisse, par exemple. Qu'est-ce qu'il y ouais, a d'autre? oui, tout à fait. Il y a de la sarriette qu'on retrouve assez facilement dans les Cévennes. Et elle est super chouette parce qu'elle a alors, elle est très peu utilisée en cosmétique. Moi, j'avais fait des recherches en amont sur quelles plantes françaises utiliser, quels sont leurs bienfaits, etc. Donc ça, c'était une recherche un petit peu dans les livres bibliographiques. Et après, je me suis renseignée auprès des chimistes et des producteurs-cueilleurs. Et ils me disaient, mais Aurélie, il y a de la sarriette dans un baume. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas utilisé dans les habitudes. C'est plutôt utilisé dans les tisanes, par exemple, mais ça a des bienfaits pour la peau. Et comme ce n'était pas une habitude de consommation, du coup, ils se sont dit, ah bah oui, pourquoi pas dans les cosmétiques. Donc, pour ça, maintenant, on fait un baume à la sarriette et c'est un ingrédient super si on a, par exemple, des problèmes de peau atopiques, notamment, par exemple, l'eczéma, psoriasis. Voilà. Et c'est issu d'un macérat dans l'huile de cameline. Alors, ça aussi, la cameline, c'est une plante qu'on utilise qui provient de la région de Gascogne, comme notre huile de prune.
Et puis, il y a la reine des prés, il y a du cistes ladanifère également. Finalement, ce sont des anciennes plantes françaises. On appelle ça aussi plantes médicinales, voilà, qui ont des bienfaits pour la peau quand on les utilise en cosmétique. Super. Et alors, est-ce que tu peux nous dire où on les trouve, tes produits? Oui, alors, sur le site internet déjà, j'ai une boutique en D'accord. ligne sur capbotanica.com. Là, le week-end dernier, je suis rentrée très tard hier soir. Je revenais du marché de Noël de Versailles qui s'est organisé au comptoir de madame, Élisabeth, du domaine de madame Élisabeth. Mhm. Un super lieu et donc de temps en temps, je fais des marchés comme ça et sinon à Saint-Germain-en-Laye, dans la boutique Le Parfum en herbe, qui est tenue par Marie-Pierre, une personne très, très sensible aussi à l'artisanat et aux Mhm. senteurs des plantes. Parce qu'il faut savoir aussi que j'utilise aucun parfum dans les soins, à la fois pour respecter les peaux qui sont sensibles ou réactives, mais aussi et surtout pour, finalement revenir aux sources et faire redécouvrir les naturelles senteurs des plantes. Donc ce sont pas des senteurs qu'on retrouve, dans le commerce, c'est vraiment une redécouverte, surprenante parfois des plantes françaises. Ça peut être des notes un petit peu végétales, d'autres, un petit peu plus gourmandes, d'amandes par exemple, qui est liée à l'huile de prune. Donc, et c'est très apprécié. La première fois que j'ai fait un marché, je me suis dit: «OK, quels vont être, les retours, est-ce qu'ils vont apprécier les senteurs?» et c'est très favorablement, accueilli donc je suis très contente. Super. Alors, je pense que tu as encore, plusieurs slides dans ta présentation. On arrive un petit peu sur la fin en termes de timing. Est-ce que je ne sais pas où est-ce que tu en es à peu près de Ah ta oui, non, présentation? c'était vraiment la fin, voilà, c'était soutenir le circuit court. Donc ça, c'est la D'accord. famille de producteurs-cueilleurs, avec lesquels je travaille. Ils sont dans les Cévennes et ça a été un peu un parcours du combattant d'ailleurs pour les trouver parce que c'est un milieu qui est très local et aussi un petit peu fermé. Donc il faut, vraiment, s'harnacher de courage et puis de patience pour, les trouver. Ça, c'était une méthode de paillage en fait, pour, maintenir la chaleur du sol complètement naturelle. Donc on n'utilise pas de plastique, ni d'autres matériaux nocifs pour les sols et la biodiversité. C'est à base de laine de mouton. En fait, ça reproduit tout simplement le paillage naturel qu'on peut retrouver par exemple dans la forêt, sur la terre et qui permet d'apporter des nutriments au sol comme l'azote par exemple, le potassium et puis, voilà, c'est tout simplement écologique, c'est pour vous faire découvrir ça. Et voilà, la dernière slide, pour, Si. voilà, si vous souhaitez, suivre Cap Botanica sur les réseaux sociaux. J'essaye de communiquer un maximum sur les données aussi, scientifiques et puis sur la démarche, engagée et éthique et puis sur les bienfaits des soins, donc voilà. Super, super. En tout cas, c'est un très, très beau projet, vraiment, très beau projet, voilà, on sent ouais, cet amour de la biodiversité, de la nature, cette envie de la protéger, cette belle nature qui nous entoure, hein, dans tout ce que tu nous as dit ce matin, je trouve, ce qui est très inspirant. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour réagir, à la présentation d'Aurélia. On n'a pas trop eu le temps de parler de ton parcours, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre intervention du coup. Mais comme, je sais que tu as été accompagnée, par un programme d'incubation pour monter ce projet. Absolument et vraiment ça a été, je crois la meilleure chose, que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur et puis surtout, bah, j'avais aucune connaissance en cosmétique ou en biodiversité, mais ça m'a vraiment accompagnée en tout cas pour développer ce projet-là. Ça s'appelle Coup d'envoi et c'est organisé par la ruche de Saint-Germain-en-Laye. Donc si vous avez des projets ou même des entreprises, je vous encourage vivement à vous renseigner parce que c'est vraiment un soutien qui est extraordinaire et des mentors, très professionnels, qualitatifs et vraiment, je les porte dans mon cœur parce que c'est aussi voilà, c'est vraiment, je trouve l'aventure, d'une vie aussi ce programme-là. On a un groupe, soudé parce que ce sont des voilà, on est 10 entrepreneurs à avoir une dizaine d'entrepreneurs à avoir participé. Donc, voilà, je vous encourage à vous renseigner sur Coup d'envoi. Super. En tout cas, voilà, ça donne, vraiment plein d'ondes positives, ta présentation et on voit comme, voilà, ça te rend heureuse de porter un projet comme ça qui correspond à tes valeurs et c'est vraiment ce qu'on souhaite à tous les entrepreneurs qui se lancent et qui se reconvertissent, voilà, qui ont une première vie professionnelle et qui décident de mettre leur travail en accord avec leurs valeurs et c'est ce que tu as réussi à faire, avec ce beau projet.
Merci beaucoup Aurélia. En tout cas, merci à tous et tous d'avoir été Merci. avec nous ce matin. Et puis voilà, pour découvrir un peu plus ton parcours, on aura d'autres occasions au Quai des Possibles ou ailleurs pour creuser un petit peu tout ça. Bravo pour ton engagement en tout cas. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup, hein. Merci. Merci, C'était bonne c'était journée. très intéressant. Merci. Au revoir. Oui, merci, au revoir. Au revoir.